lundi matin de janvier à Lyon, coincé dans un embouteillage sur le quai Perrache, pendant que la radio annonçait la nouvelle hausse de la taxe foncière, et que sa fille cadette pleurait sans raison dans le siège auto derrière lui, un père de famille de 44 ans a pensé, pour la première fois de sa vie, une phrase qu'il n'avait jamais osé formuler à voix haute, même seul, même la nuit, même dans les pires moments de fatigue accumulés depuis 3 années de télétravail dans un appartement trop petit pour 4. Cette phrase, il ne l'a pas dite à sa femme ce soir-là. Il ne l'a pas dite avant plusieurs semaines. Mais elle est restée. Elle a grandi. Elle est devenue très lentement la seule question qui comptait. Ce spectateur s'appelle Quentin. Il vit aujourd'hui avec sa femme et ses 2 filles à environ 600 km au nord de Bangkok, dans une maison avec un petit jardin, pour un loyer mensuel inférieur à celui d'un studio étudiant lyonnais. Il n'est ni un aventurier, ni un idéaliste. Il est le fils d'un conducteur de bus dijonnais et d'une aide-soignante. Il a fait le calcul. Sa femme, qui est infirmière libérale depuis 15 ans, a fait le calcul avant lui. Ce qu'ils ont trouvé au bout de ce calcul les a poussés à faire quelque chose que ni l'un ni l'autre n'auraient imaginé faire 10 ans plus tôt. Ils ne sont pas seuls. Depuis 2 ans, Quentin a rencontré à Chiang Mai et dans d'autres villes thaïlandaises 4 familles françaises qui, chacune à sa manière, ont fait un calcul comparable et pris la même route. Ce qui suit est ce qu'il a compris de ces trajectoires, la sienne comprise, et ce que ni les reportages télévisés ni les vidéos de plage ne racontent avec précision. Il ne dira pas s'il faut partir. Il dira ce que partir a résolu, ce que partir n'a pas résolu, et ce qu'il faudrait entendre en France si l'on voulait comprendre pourquoi, en silence, sans slogan, sans manifeste, des milliers de familles ordinaires font désormais leur carton. Si vous appréciez les histoires que je raconte, pensez à appuyer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est essentiel à la croissance de cette chaîne et m'aide à consacrer du temps à la réalisation de ces vidéos, malgré mon engagement dans un emploi à temps plein. Merci d'être présent parmi nous. Je m'appelle Quentin Lachamboussard, j'ai 44 ans et je n'aurais jamais dû quitter la France. C'est ce que ma mère m'a dit au téléphone il y a environ 1 an et demi, et elle avait raison à sa manière, celle d'une femme qui a passé sa vie à porter des blouses blanches dans un hôpital public de Bourgogne et qui pense qu'on ne doit pas partir de là où on est né, sans une raison, qu'on peut expliquer en une phrase à son voisin, de palier. J'ai jamais su lui donner cette phrase. Je lui ai donné des chiffres qu'elle n'a jamais voulu regarder. Je peux la comprendre. À sa place, je n'aurais peut-être pas voulu les regarder non plus. Mais les chiffres étaient là, posés sur la table de la cuisine de notre appartement lyonnais, un dimanche soir du mois de février qui a changé notre vie, et c'est ma femme Sandrine qui les avait posés. C'est pas moi qui ai eu l'idée de partir. C'est important pour la suite, alors je le dis tout de suite. L'idée est venue de nous 2 en même temps, comme 2 personnes qui se retournent dans un lit et découvrent que l'autre était réveillé depuis des heures sans rien dire. Mais le premier à écrire une phrase à voix haute, c'était elle. Sa phrase était simple. On peut. La question c'est si on veut. Je vais essayer de raconter comment on en est arrivé là, parce que quand j'ai commencé à en parler autour de moi à d'autres Français installés en Thaïlande, j'ai découvert qu'on n'était pas un cas isolé. On était une variante parmi 4 ou 5 qui reviennent tout le temps. Et je pense que ces variantes disent quelque chose de la France d'aujourd'hui que peu de gens veulent vraiment entendre. Je vais commencer par ce que ça voulait dire d'être nous, à Lyon, avant. Nous avions un appartement de 68 mètres carrés dans le quartier de la Guillotière, acheté 12 ans plus tôt quand nous étions encore un couple sans enfants, avec l'aide de mes parents et de ceux de Sandrine. C'était un bon achat à l'époque. 3 pièces bien orientées, une petite loggia où on pouvait mettre 2 chaises et une plante, un 5e étage avec ascenseur, un immeuble haussmannien tenu correctement par un syndic qu'on connaissait. Nous avions payé cet appartement environ 215 000 euros. Aujourd'hui, il en vaut à peu près 360 000, ce qui est notre chance, et aussi une partie de notre histoire. Mais j'y reviendrai. Nous y avons élevé Zoé, qui a maintenant 14 ans, et Emma, qui en a 10. Pendant les premières années, ça allait. C'était petit, mais c'était nous. Les filles partageaient une chambre, on faisait du bruit le dimanche matin, Sandrine préparait des crêpes, je descendais chercher le pain et le journal. Une vie française ordinaire dans une ville française agréable. C'est pas la France qui m'a fait partir. C'est ce qu'est devenu notre vie dedans, sans que je m'en aperçoive avant que ce soit trop tard pour faire semblant de ne pas voir. Le premier changement, c'est le mien. Il y a environ 6 ans, mon entreprise a basculé au télétravail intégral. Je suis développeur puis chef de projet informatique dans une petite structure lyonnaise qui vend des solutions de gestion des ressources humaines à des PME régionales. Nous étions 12.
Nous sommes toujours 12. Le patron a compris avant beaucoup d'autres que ces locaux du 6e arrondissement coûtaient 3 700 € par mois pour héberger des gens qui pouvaient faire exactement le même travail depuis leur cuisine. Il a résilié le bail. Il nous a offert à chacun une prime d'installation de 1 200 € pour équiper notre poste. J'ai acheté un bureau à 180 €, un écran d'occasion, une chaise qui m'a duré 2 ans avant que le vérin ne lâche. J'ai installé tout ça dans un coin du salon, parce qu'il n'y avait pas de coin ailleurs, et j'y suis resté 6 ans, 5 jours sur 7, 11 heures par jour en moyenne pendant les périodes chargées, 8 heures les jours calmes. Je pouvais aller à la boulangerie sans quitter la rue, je pouvais aller à la pharmacie sans quitter le pâté de maison. Certaines semaines, je ne montais dans aucun véhicule motorisé du lundi au vendredi. Je pensais que c'était un privilège. C'en était un pendant environ 10 à 8 mois. Puis c'est devenu autre chose. Le second changement, c'est celui de Sandrine. Elle est infirmière libérale depuis qu'elle a terminé l'école d'infirmière à Dijon, avant de venir s'installer à Lyon pour mon travail. Elle a monté sa tournée à la force du poignet, patient par patient, en rachetant progressivement les portefeuilles de collègues qui partaient à la retraite ou changeaient de région. Elle avait, au bout de 10 ans, une tournée qui tournait bien. 7 jours sur 7, environ 35 patients réguliers, des soins qu'elle connaissait par cœur, des familles qu'elle avait vues vieillir, des situations humaines qu'elle savait gérer. Elle gagnait bien 3 200 à 3 500 € net par mois selon les périodes, ce qui, pour une infirmière libérale seule sans associé, n'est pas rien. Mais elle se levait à 5h30 du matin, elle rentrait à 14h pour la coupure, repartait à 6h30, rentrait vers 20h. Ses jours fériés, elle les prenait avec son remplaçant qui prélevait 30% de ses honoraires. Ses vacances aussi. Un dimanche sur 3, elle travaillait quand même parce que certaines injections ne peuvent pas attendre le lundi. Pendant 7 ans, elle a dormi en moyenne 6 heures par nuit. Elle avait 43 ans quand nous sommes partis. Elle avait le visage d'une femme de 51 ans. C'est pas moi qui le dis. C'est notre pédiatre, un ami de longue date, qui me l'a dit un soir à voix basse dans son cabinet pendant qu'Emma s'habillait derrière le paravent. Il m'a dit, ta femme a besoin de dormir. Pas pendant 1 semaine, pendant 6 mois. Sinon, ça va casser. J'ai hoché la tête, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Le troisième changement, c'est celui des filles. Zoé est entrée au collège il y a environ 3 ans. Notre collège de secteur, celui de la Guillotière, avait la mauvaise réputation qu'on peut imaginer. Pas une mauvaise réputation dramatique, une mauvaise réputation ordinaire, des classes surchargées, des enseignants épuisés, des remplacements qui n'arrivaient jamais, un chef d'établissement qui gérait 3 urgences par jour et n'avait plus le temps de faire son métier. Nous avons demandé une dérogation pour un collège du 6e, celui où étaient scolarisés les enfants des amis médecins et cadres que Sandrine avait rencontrés par son travail. La dérogation a été refusée 2 fois. Nous n'avions pas les bons critères sociaux, pas les bons arguments professionnels, pas les bonnes relations. Nous nous sommes rabattus sur un collège privé sous contrat à 15 minutes de métro. Coût annuel, environ 1 800 € par enfant, plus la cantine, plus les activités, plus les fournitures scolaires qui coûtaient 200 € pour 3 pochettes de feuilles et 6 cahiers en début d'année. Zoé partait à 7h15 pour arriver à 8h. Elle rentrait à 10 à 8h30 les jours normaux, 10 à 9h les jours de sport ou d'aide aux devoirs, à 11 ans. En 6e. Nous trouvions ça normal. Tout le monde trouvait ça normal. C'était normal. C'est ça ce que ni les reportages ni les vidéos ne disent, c'est pas anormal. Ce qu'on faisait subir à nos filles à Lyon, c'est normal. C'est ce que font toutes les familles autour de nous. C'est ça qui pose problème. Emma, elle, était encore à l'école primaire publique du quartier. Son institutrice, une femme d'une 40aine d'années qui avait 20 ans de métier, gérait 29 élèves seuls dans une classe de CE2, où 6 enfants avaient besoin d'un accompagnement personnalisé qu'elle n'avait ni le temps ni les moyens de leur offrir. Elle nous a dit un jour, au moment de la remise du bulletin, avec cette douceur épuisée que je reconnais aujourd'hui parce que je l'ai vue 1000 fois sur le visage de Sandrine, « Votre fille va bien. Elle est intelligente. Elle est douce. Elle apprend vite. Faites en sorte qu'elle ne perde pas ça. » Puis elle a regardé par la fenêtre, elle a soupiré, et elle a ajouté à voix basse, « Moi, je ne peux plus la protéger comme il faudrait. » Cette phrase, je ne l'ai pas oubliée. J'y ai repensé pendant plusieurs mois. Chaque fois qu'Emma rentrait fatiguée d'une journée où il s'était rien passé de particulier, chaque fois qu'elle disait qu'elle s'ennuyait ou qu'elle avait mal au ventre le dimanche soir, cette phrase revenait. Faites en sorte qu'elle ne perde pas ça. Puis il y a eu ce que j'appelle pour moi-même le tas. Le tas, c'est l'accumulation de petites choses qui, prises séparément, ne justifient rien, mais qui ensemble, pendant environ 3 ans, ont fini par former quelque chose d'insupportable. La taxe foncière de notre appartement, qui était de 980 € la première année, était passée à 1 940 € en 5 ans, sans que rien ne change dans l'appartement, dans l'immeuble, dans le quartier. Multiplication par 2. Les grèves SNCF qui avaient rendu nos voyages à Dijon voir mes parents et ceux de Sandrine de plus en plus aléatoires
au point qu'un aller-retour d'une nuit qui se planifiait 2 semaines à l'avance pouvait être annulé la veille au soir, sans possibilité de remboursement du billet acheté 6 semaines en avance à tarif réduit. Le prix des places de cinéma, qui était passé de 9 € à 14 € par personne, les factures d'électricité, qui avaient augmenté de 35% en 3 ans pour la même consommation, la carte de transport en commun, qui coûtait à Sandrine 694 € par an, la mutuelle familiale 2200 € par an pour couvrir 4 personnes en bonne santé, le contrôle technique de notre voiture qui coûtait 4,29 € et qui prenait une matinée entière parce qu'il fallait aller à Villeurbanne, attendre son tour, écouter le mécanicien, expliquer qu'il faudrait changer les plaquettes de frein pour 320 € ou refaire la géométrie pour 180. Rien de tout ça n'est catastrophique. C'est pas ça qui fait partir les familles. C'est le fait qu'à la fin du mois, quand on posait tous les chiffres à plat, il ne restait plus rien de la vie qu'on croyait vivre. C'est là que Sandrine a fait le calcul. C'était un dimanche soir de février. Les filles étaient couchées. Elle a sorti son ordinateur portable, elle a ouvert un tableur et elle a commencé à saisir des chiffres. Salaire net combiné, environ 5 500 € par mois en moyenne. Prêt immobilier, 940 €. Charges de copropriété, 190 €. Taxe foncière ramenée au mois, 162 €. Taxe d'habitation à l'époque où elle existait encore, puis contribution audiovisuelle, puis diverses lignes que je ne comprenais pas toutes. Assurance habitation, assurance voiture, assurance vie, complémentaire santé, électricité, gaz, eau, internet, téléphone portable des 4, cantine des filles, activités périscolaires, cours de musique pour Emma qui commençait le piano, entraînement de gymnastique pour Zoé, courses alimentaires en moyenne sur 12 mois, essence, place de parking résident, vêtements, chaussures, lunettes pour Emma qui avait besoin d'être renouvelée tous les 10 à 8 mois, vacances d'été, 2 semaines dans un camping en Ardèche, 1700 € pour 4, cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire des cousins, cadeau de fête des mères et fête des pères. Elle a additionné pendant environ 2 heures. Elle avait la calculatrice ouverte à côté du tableur. Elle vérifiait 2 fois chaque ligne. Quand elle a eu terminé, elle m'a fait signe de venir m'asseoir à côté d'elle sur le canapé. Elle a tourné l'écran vers moi. Elle m'a montré la case en bas à droite, ce qui restait chaque mois, une fois tout payé, pour la vie réelle, pour les restaurants, les week-ends, les imprévus, l'épargne, les petits plaisirs, tout ce qui n'était pas obligatoire. 1200 € pour 4 personnes. Puis, elle a ouvert une deuxième feuille. Elle avait passé, m'a-t-elle dit, une partie de son après-midi à consulter des forums de Français installés en Thaïlande. Elle avait relevé des chiffres, elle avait recoupé, elle avait fait la moyenne de 3 budgets détaillés que 3 familles françaises avec 2 enfants avaient publiés sur 3 blogs différents. Loyer d'une maison de 4 chambres avec jardin à Chiang Mai, dans un bon quartier, à environ 20 minutes du centre, entre 10 à 8 000 et 25 000 bahts par mois, soit entre 450 et 640 €. Nourriture pour 4, en mangeant au marché et en cuisinant à la maison avec 2 ou 3 sorties au restaurant par semaine. Environ 20 000 bahts par mois, 500 €. Frais de scolarité dans une école internationale de niveau moyen, 2 enfants. Environ 200 000 bahts par an pour les deux, soit 4 400 € par an au taux du moment, moins de 400 € par mois. Assurance santé internationale privée pour la famille, environ 2 500 € par an, 200 € par mois. Électricité et eau, environ 4 000 bahts par mois, 100 €. Internet, fibre optique très rapide, 650 bahts par mois, 6 €. Un scooter d'occasion pour se déplacer, coût d'achat environ 1200 €, amorti sur 5 ans, plus l'essence négligeable. Loisirs, sorties, week-end dans le Nord, restaurants, environ 20 000 bahts par mois. Vacances annuelles, en famille dans les îles du Sud ou dans les pays voisins, environ 2 500 € par an, 200 € ramenés au mois. Elle a additionné. Elle a tourné à nouveau l'écran vers moi. Le total mensuel était d'environ 2 200 €. Puis elle a fait la même case en bas à droite, ce qui resterait chaque mois si nous vivions là, avec mon seul salaire, qui était à l'époque de 3 400 € net. Elle est en télétravail intégral, elle ne pourrait plus exercer, son diplôme d'infirmière n'étant pas reconnu en Thaïlande. Reste mensuel avec mon seul salaire, 1200 €, exactement le même chiffre qu'à Lyon avec nos 2 salaires combinés de 5 500 €. Elle a levé les yeux vers moi. Elle m'a dit sa phrase. On peut. La question c'est si on veut. Je vais essayer de vous dire ce qui s'est passé dans ma tête à cet instant-là. Parce que c'est important. C'est pas de l'excitation que j'ai ressentie. C'est pas non plus de la peur.
c'est quelque chose de plus difficile à nommer. Quelque chose qui ressemblait à de la honte. La honte d'avoir vécu 13 ans dans cet appartement, d'avoir accepté cette vie, d'avoir cru que c'était la seule possible, alors qu'une femme épuisée de 43 ans avait démontré en 2 heures un dimanche soir qu'il en existait au moins une autre, mathématiquement démontrable, à 11 heures d'avion. La honte de ne pas avoir fait ce calcul moi-même. La honte de m'être laissé porter par une vie que je n'avais jamais vraiment choisie. Je crois que c'est à cet instant précis que j'ai su qu'on partirait. Pas parce que Chiang Mai était un paradis, parce que Lyon, tel que nous le vivions, était devenu invivable sans que nous nous soyons donné le droit de le dire. Nous avons pris aucune décision ce soir-là, nous avons rangé l'ordinateur, nous sommes allés nous coucher, nous n'en avons pas reparlé pendant environ 3 semaines. Puis un matin, en préparant les cartables des filles, Sandrine m'a dit, sans me regarder, j'ai relu mes chiffres, ils tiennent, il n'y a pas d'erreur. J'ai hoché la tête. Le soir même, nous avons commencé à en parler sérieusement. Il nous a fallu environ 9 mois pour partir. 9 mois d'un travail administratif dont je ne soupçonnais pas l'ampleur et que peu de familles racontent en détail parce que c'est ennuyeux à raconter. Il a fallu vérifier que mon employeur acceptait que je bascule sur un statut d'indépendant en portage salarial, ce qui était la seule solution légale pour continuer à travailler depuis l'étranger sans compliquer sa vie à lui. Il a fallu monter la structure juridique, ouvrir les comptes, transférer les contrats. Il a fallu vendre la voiture, revendre une partie du mobilier, garder ce qui pouvait rentrer dans 4 valises et 10 cartons. Il a fallu mettre l'appartement en location meublée, ce qui a supposé de le remeubler entièrement avec des choses qu'on ne voulait pas nous-mêmes emporter. Il a fallu prévenir la mairie, prévenir les impôts, prévenir la caisse d'assurance maladie, prévenir la caisse de retraite, prévenir l'école d'Emma, prévenir le collège privé de Zoé, prévenir les patients de Sandrine, qu'elle allait devoir répartir sur les infirmières voisines, prévenir mes parents et ceux de Sandrine qu'on partait et essayer de leur expliquer pourquoi. Cette dernière conversation a été la plus difficile de toutes. Mon père a réagi comme je m'y attendais. Il a écouté sans m'interrompre. Puis il m'a dit « Tu fais ce que tu penses être bon pour tes filles. » Je comprends pas, mais je suis pas obligé de comprendre. Ma mère a réagi autrement. Elle a pleuré. Elle m'a demandé si nous manquions d'argent. Elle m'a proposé de nous aider. Elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas comment on pouvait choisir de mettre ses enfants dans une école où on ne parle pas notre langue. Elle m'a demandé si je m'étais bien renseigné sur les serpents. Elle m'a dit qu'elle avait vu à la télévision qu'il y avait beaucoup d'accidents de la route en Asie. Elle m'a dit qu'elle avait 68 ans, que son cœur n'était plus jeune, et qu'elle avait toujours pensé qu'elle verrait ses petites filles grandir. Cette dernière phrase, elle ne l'a pas dite pour me culpabiliser. Elle l'a dite parce que c'était vrai. Elle avait toujours pensé ça. Et je lui prenais sans lui demander son avis. J'ai pleuré aussi ce soir-là dans la voiture en repartant de Dijon avec Sandrine et les filles endormies à l'arrière. Sandrine ne m'a rien dit. Elle a mis sa main sur ma nuque et elle y a laissé pendant les 50 premiers kilomètres. Zoé, 14 ans, a refusé de partir. Elle a refusé pendant environ 6 mois. Elle a dit qu'on lui gâchait la vie. Elle a dit qu'on était égoïste. Elle a dit qu'elle voulait rester chez sa grand-mère de Dijon pour continuer le collège en France. Elle a dit qu'on ne comprenait rien à ce que c'était que d'avoir des amis à cet âge-là. Elle avait raison sur tous les points, sauf celui-là. Et je lui ai dit calmement plusieurs fois, « Nous ne t'arrachons pas à ta vie parce que nous n'aimons pas la tienne. Nous te déplaçons parce que la nôtre, telle qu'elle est, ne nous permet plus de bien nous occuper de la tienne. » Elle n'a pas compris cette phrase à 14 ans. Elle m'a dit, plusieurs mois plus tard, à Chiang Mai, alors qu'elle avait commencé à trouver ses marques, qu'elle commençait à la comprendre, aujourd'hui elle veut plus rentrer. Je vais y revenir. Emma, 10 ans, a pleuré 2 semaines. Elle a demandé si son piano viendrait avec nous, elle a demandé si son chat viendrait avec nous, elle a demandé si sa cousine viendrait avec nous. Nous lui avons répondu non, non, non. Elle a fini par accepter. Elle a fini par trouver ça excitant. Les enfants de 10 ans ne posent pas les mêmes questions que ceux de 14. Nous sommes arrivés à Chiang Mai un jeudi soir du mois de novembre, avec l'accord de mon employeur pour 6 mois d'essai à l'international, un visa touristique de 30 jours qui nous laisserait le temps de basculer sur un visa long séjour non immigrant, une réservation dans un appartement meublé pour 6 semaines le temps de trouver une maison, et exactement 10 à 8 400 € d'économie sur un compte en France. La descente d'avion, je m'en souviens comme si c'était hier. La chaleur qui vous frappe le visage à la sortie de la passerelle. L'odeur, cette odeur particulière du sud-est asiatique que je ne saurais pas décrire à quelqu'un qui ne l'a pas senti, un mélange de fruits mûrs, d'humidité chaude, de fleurs de temple.
de fumée de cuisine de rue et de quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, qui n'a pas d'équivalent européen. Le petit chauffeur de taxi qui portait nos valises dans le coffre, en souriant sans dire un mot. La lumière jaune des lampadaires sur les palmiers de l'avenue qui mène du terminal à la ville. Zoé qui a mis son front contre la vitre à l'arrière et qui n'a pas parlé pendant tout le trajet. Sandrine qui m'a serré la main sur la banquette en silence. Emma qui s'était endormie sur mes genoux. Les 6 premières semaines ont été plus dures que je ne l'imaginais. La chaleur était plus lourde. La solitude était plus grande. Nous ne connaissions personne. Nous ne parlions pas la langue. Notre appartement provisoire dans le vieux centre historique était propre mais bruyant. Les motos passaient à toute heure de la nuit. Un petit temple à 50 mètres commençait ses prières à 5 heures du matin. Emma pleurait chaque soir en réclamant sa cousine. Zoé ne sortait pas de sa chambre. Sandrine avait attrapé un mauvais rhume dans l'avion qui a mis 3 semaines à passer. J'essayais de continuer à travailler dans un coin du salon avec un décalage de 6 heures qui rendait les réunions vidéo insupportables. Je me demandais chaque matin en me levant si nous n'avions pas fait la pire bêtise de notre vie. Je ne le disais pas à Sandrine, elle me le disait pas non plus, nous savions tous les deux à quoi nous pensions. Puis les choses se sont mises en place, une par une, sans que je puisse aujourd'hui restituer l'ordre exact. Nous avons trouvé notre maison, à Hangdong, à environ 20 minutes en scooter du centre. Une maison thaïlandaise moderne d'un étage, 3 chambres, 2 salles de bain, un petit jardin avec un manguier et un citronnier, un mur bas avec un portail vert, une véranda couverte où on pouvait manger dehors même quand il pleuvait. 22 000 bahts par mois, tout compris, sauf l'électricité, la propriétaire, une vieille dame thaïlandaise très douce qui vivait dans la maison voisine avec son fils. Nous avons signé le bail sur un morceau de papier, écrit à la main entaillé en anglais, qu'un ami de sa famille avait traduit pour nous. Nous avons versé 2 mois de caution en espèces. Elle nous a offert une corbeille de mangue de son manguier. Emma a nommé le chat de la voisine qui venait dans notre jardin Monsieur Ba, ce qui a fait rire toute la rue pendant plusieurs jours. Nous avons inscrit les filles dans une école internationale de taille moyenne, ni la plus prestigieuse ni la moins chère, à environ 30 minutes de la maison. Coût annuel combiné pour les deux, environ 204 000 bahts, soit un peu plus de 5 000 euros. C'est notre plus gros poste de dépense après le loyer. C'est réel. C'est plus qu'une école publique française, qui est gratuite. C'est moins qu'une école privée sous contrat lyonnaise avec tous les frais annexes que j'énumérais tout à l'heure. Ce n'est pas la même école non plus. Zoé est passée de 28 élèves par classe à 10 à 8. Emma de 29 à 15. Les enseignants viennent de 10 pays différents. La cour de récréation ressemble à une réunion de l'ONU en miniature. Personne ne se moque de personne parce que tout le monde a un accent. Zoé a commencé le trimestre en refusant d'ouvrir la bouche en classe. Elle a pleuré tous les soirs pendant environ 1 mois. Puis un jour, sans que je m'y attende, elle est rentrée en racontant qu'elle avait mangé à la cantine avec une fille japonaise et une fille néerlandaise qui trouvaient qu'elle avait un joli prénom. 3 mois plus tard, elle avait un groupe. 6 mois plus tard, son anglais avait progressé de 2 niveaux scolaires. Aujourd'hui, elle ne veut plus rentrer. Cette phrase, je la répète, parce qu'elle me coûte à dire. Elle ne veut plus rentrer. Ma fille de 14 ans, née à Lyon, élevée à Lyon, qui a passé 6 mois à me faire payer notre décision, m'a dit il y a quelques semaines, en revenant du marché du dimanche avec sa mère, une phrase que j'ai pas su comment recevoir. Elle a dit « Papa, si un jour tu décides qu'on rentre, moi je reste. » J'ai souri. Je n'ai rien répondu. Je pense pas qu'elle ait vraiment mesuré ce qu'elle disait. Mais je pense qu'elle le pensait quand même. Emma s'est adaptée plus vite. Elle a toujours été comme ça, cette petite. 2 semaines de larmes, puis un rebond que j'ai jamais su expliquer. Aujourd'hui, elle parle quelques dizaines de mots de thaï avec la voisine. Elle sait commander sa soupe au marché toute seule. Elle a une meilleure amie thaïlandaise qui s'appelle Ploy et qui vient jouer chez nous tous les samedis. Elle a repris le piano avec une professeure russe qui vit à 3 rues de chez nous et qui lui donne cours pour 600 balles, soit 15 euros. Elle a grandi de 6 cm cette année. Elle dort 10 heures par nuit, je ne l'avais jamais vue dormir comme ça à Lyon. Sandrine, elle, ne travaille pas. C'est le point qu'elle voulait que je mette dans cette vidéo, tel quel, sans le maquiller. Elle ne travaille pas. Son diplôme d'infirmière française n'est pas reconnu en Thaïlande. Elle pourrait passer par un long processus d'équivalence, mais il faudrait qu'elle apprenne le thaï médical à un niveau professionnel, ce qui prendrait au minimum 3 ans à plein temps, et qu'elle recommence des stages en hôpital comme une jeune diplômée. Elle a 45 ans maintenant. Elle a fait le calcul, elle aussi. Elle n'a pas envie de refaire ses études. Elle gère la logistique familiale, elle fait les courses au marché du matin, elle prépare les repas, elle organise les week-ends,
Elle apprend le taillis à raison de 2 heures de cours particuliers par semaine et 1 heure d'application sur son téléphone chaque jour. Elle a commencé à donner un coup de main, bénévolement dans un petit dispensaire tenu par des sœurs françaises à environ 20 minutes de chez nous, 2 matinées par semaine, où elle refait des pansements et prend des tensions parce que ça on ne lui interdit pas. Elle dit qu'elle dort mieux qu'elle ne l'a fait depuis 10 ans. C'est la donnée la plus importante de tout notre bilan. Elle dort mieux depuis 10 ans, mais elle n'a pas d'identité professionnelle en ce moment. Elle ne dit plus « je suis infirmière ». Elle dit « j'étais infirmière ». Ce petit imparfait, elle le sent chaque fois qu'elle le prononce, et je le sens aussi. C'est un coup, il faut le dire. C'est pas un coup suffisant pour qu'elle regrette d'être partie. C'est un coup suffisant pour qu'elle soit lucide sur ce qu'elle a mis dans la balance. Je vais maintenant vous parler des 5 raisons qui, à mes yeux, expliquent pourquoi nous ne sommes pas seuls. Ces 5 raisons, je les ai formulées progressivement en discutant avec d'autres familles françaises rencontrées à Chiang Mai ou dans d'autres villes du royaume au fil des mois. Ce ne sont pas les raisons officielles, celles qu'on donne quand on rentre en France et que on retrouve les cousins à un mariage et qui vous demandent avec un sourire poli « Mais alors, qu'est-ce qui vous a pris ?» Les raisons officielles, ce sont le dépaysement, la chaleur, l'aventure, la découverte, le désir de changement. Ce sont des raisons vraies, mais ce ne sont pas les vraies raisons. Les vraies raisons, on ne les dit pas au mariage du cousin, parce qu'elles font mal à entendre, à eux comme à nous. La première vraie raison, c'est que le calcul ne marche plus. Je viens de vous le montrer avec le tableau de Sandrine. Ce n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas la misère. Nous ne sommes pas des perdants du système. Sandrine gagnait bien. Je gagnais bien. À nous deux, nous avions 5 500 euros net par mois dans une des grandes villes de France et nous n'arrivions pas à épargner sérieusement. Nous ne pouvions pas nous payer plus de 2 semaines de vacances par an. Nous vivions dans 68 mètres carrés à 4, alors que nos parents, à notre âge, en avaient 120 en province avec un jardin. Le calcul français des classes moyennes actives à double revenu ne fonctionne plus dans les grandes métropoles. Il fonctionne encore en province, dans certaines villes moyennes, à condition de ne pas avoir de problèmes de santé chronique, de ne pas divorcer, de ne pas perdre son emploi, de ne pas avoir un enfant en difficulté scolaire qui nécessite des accompagnements privés. Il fonctionne encore, à la marge. Mais pour beaucoup de familles comme la nôtre, il ne fonctionne plus. Et quand le calcul ne fonctionne plus, on cherche un autre calcul. Certains cherchent en changeant de région, en quittant Lyon pour Roanne ou Paris pour Angers. D'autres cherchent plus loin. Nous avons cherché plus loin. C'est pas un jugement contre la France. C'est un constat sur ce que la France peut offrir en ce moment à des familles ordinaires. La deuxième vraie raison, c'est que l'école française épuise tout le monde. Pas seulement les enseignants qui sont pris en tenaille entre une administration qu'ils ne comprennent plus et des familles qui leur reprochent tout. Les familles aussi sont épuisées. Les réunions de parents d'élèves à 10 à 8 heures, 30 un jeudi soir, quand on rentre à peine du travail. Les devoirs qu'on fait avec les enfants de 7 ans jusqu'à 20 et 1 heure parce que l'école les fait sortir avec des exercices que même nous, adultes diplômés, avons parfois du mal à décrypter sans une recherche préalable. Les bulletins scolaires trimestriels qui évaluent l'enfant sur 10 à 7 matières à 7 ans, avec des barèmes qui ne veulent plus rien dire depuis qu'on a mixé les notes chiffrées, les compétences colorées, les commentaires impersonnels générés par des logiciels, la pression du brevet dès la 5e, de l'orientation dès la 4e, de Parcoursup qui plane comme une menace floue sur toute la fin de l'adolescence. La charge mentale des parents, qui doivent tout suivre, tout gérer, tout compenser. Quand Zoé est entrée à l'école internationale de Chiang Mai et qu'on lui a demandé pendant sa première semaine, en entretien individuel avec la conseillère pédagogique, ce qu'elle aimait faire, elle n'a pas su quoi répondre. Elle ne comprenait pas la question. Elle savait dire ce qu'elle savait faire. Elle savait citer ses résultats trimestriels. Elle ne savait pas dire ce qu'elle aimait. Elle avait 13 ans. Elle a réfléchi pendant plusieurs jours. Elle est revenue voir la conseillère avec une liste. Elle m'a dit le soir, « Maman, papa, j'ai réfléchi, je crois que j'aime dessiner, lire et regarder les oiseaux. » Elle a maintenant un carnet de dessin. Elle emprunte des livres à la bibliothèque de l'école chaque semaine. Et elle a demandé pour Noël dernier une paire de jumelles. C'est pas un miracle de la Thaïlande. C'est ce qu'un système scolaire qui prend le temps de poser cette question fait avec un enfant qu'on n'avait plus le temps d'écouter. La troisième vraie raison, c'est que l'épuisement professionnel n'est pas un accident. En France, on parle d'épuisement professionnel comme d'une faiblesse individuelle. Un tel a craqué. Une telle est en arrêt maladie.
On dit ça avec un mélange de compassion et de gêne, comme s'il s'agissait d'un problème personnel que la personne concernée aurait pu éviter en prenant mieux soin d'elle. C'est pas une faiblesse individuelle, c'est un phénomène systémique. Sandrine, infirmière libérale avec un bon revenu, dormait 6 heures par nuit depuis 7 ans. Moi, en télétravail intégral, je n'avais pas quitté notre quartier pendant la semaine depuis 2 ans. Nous n'étions pas des cas pathologiques. Nous étions dans la moyenne des gens que nous connaissions. Presque tous nos amis, dans la tranche des 35 à 50 ans, à double revenu, avec des enfants, présentaient des signes que j'appellerais aujourd'hui, avec le recul, préoccupants. Insomnie, anxiété diffuse, consommation d'alcool en semaine qui n'existait pas 10 ans plus tôt. Consultation chez le kinésithérapeute pour des maux de dos qui étaient plus des maux de dos, mais des cristallisations du stress. La Thaïlande n'est pas un traitement, je le précise. Il ne suffit pas d'atterrir à Bangkok pour guérir, mais le fait de sortir du système qui produit cet épuisement peut être le premier espace dans lequel un corps épuisé retrouve un rythme humain. C'est ce qui s'est passé pour Sandrine. C'est ce qui s'est passé pour moi. Je dors 8 heures maintenant. Je marche 45 minutes par jour parce qu'il fait beau presque tout le temps et parce que c'est agréable. Je n'ai plus la sensation permanente de courir après quelque chose qui ne s'attrape jamais. Ce n'est pas la Thaïlande qui m'a donné ça. C'est le fait d'avoir quitté une situation où cette sensation était devenue la trame de fond de mes journées. La 4e vraie raison est la plus difficile à formuler, et je vais la formuler quand même, parce que si je ne la formule pas, cette vidéo ne servira à rien. Je suis fils d'un conducteur de bus dijonnais et d'une aide-soignante. Mes parents ont voté à gauche toute leur vie, ils ont cru à l'école républicaine, ils ont cru à l'ascenseur social, ils ont cru que le fait de payer leurs impôts servait à quelque chose, et ils ont fait des efforts considérables pour que je puisse faire des études que ni l'un ni l'autre n'avaient faites. Ils y ont largement réussi. Je suis chef de projet informatique dans une PME. Je gagne mieux ma vie qu'ils ne l'ont jamais fait. Sur les critères de ma génération, je suis un exemple d'ascension sociale ordinaire, celle qu'on ne raconte pas dans les journaux parce qu'elle n'est pas spectaculaire. Et pourtant, à la naissance de mes filles, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'ai osé nommer que très tard. J'ai commencé à ne plus croire que mes filles, dans le système français tel qu'il est en train de devenir, auraient une vie meilleure que la mienne. Je pensais qu'elles auraient une vie plus difficile. Je pensais qu'elles se battraient plus dur pour de plus petites récompenses. Je pensais que le pacte implicite qui avait fonctionné pour mes parents et pour moi ne fonctionnerait plus pour elles. Cette conviction, je l'avais pas parce que je lisais tel ou tel économiste, je l'avais parce que je regardais autour de moi. Je regardais les jeunes cadres de 30 ans qui pouvaient pas acheter d'appartement à Lyon, je regardais les jeunes médecins qui préféraient s'installer en Australie, je regardais les jeunes ingénieurs qui partaient à Berlin, à Dublin, à Montréal, je regardais le collège de secteur de la Guillotière. Je regardais mon appartement de 68 mètres carrés qui avait doublé de valeur en 12 ans sans que rien ne le justifie fondamentalement. Je regardais tout ça et je pensais, mes filles n'auront pas ça. Pas cette maison, pas ce diplôme qui ouvre, pas cette classe moyenne stable. Elles auront autre chose de plus dur. Cette conviction, je ne l'ai pas parce que je suis pessimiste par nature. Je ne l'ai pas parce que j'écoute trop de commentateurs alarmistes. Je l'ai parce que j'ai grandi dans la France périphérique. Celle qui vote comme on peut, qui subit comme elle peut, qui regarde ses enfants partir vers les métropoles ou vers l'étranger, et qui compte ses morts et ses migrations dans le silence des dimanches après-midi. Je viens de cette France-là. Je sais reconnaître le moment où quelque chose bascule. Et je pense qu'il a basculé, pas partout, pas pour tout le monde, pas de façon uniforme, mais suffisamment pour que des milliers de familles comme la nôtre, chacune de son côté, arrivent au même calcul et à la même conclusion. Nous ne sommes pas partis contre la France. Nous sommes partis parce que la France, dans laquelle nous étions élevés, n'existait plus dans la ville où nous vivions, et parce que celle qui existait dans la ville où nous vivions n'avait plus de place pour ce que nous voulions donner à nos enfants. C'est une phrase terrible à écrire pour quelqu'un dont les parents ont porté des blouses de la fonction publique toute leur vie. Je l'écris quand même, parce que je pense que c'est vrai. Et parce que je pense que si des milliers d'autres familles ne la disent pas, c'est pas parce qu'elle est fausse. C'est parce que la dire semble déloyale à leurs propres parents. La 5e vraie raison, c'est le télétravail. C'est pas la première. C'est la clé qui a ouvert la porte que les 4 autres raisons avaient construite. Sans le télétravail intégral que mon employeur avait mis en place 6 ans plus tôt, rien de ce que nous avons fait n'était possible. Je serais resté à Lyon, Sandrine aussi, les filles aussi. Nous aurions continué à additionner nos petits chiffres décourageants au bout du mois en attendant que quelque chose change tout seul, ce qui ne se produit jamais. Le télétravail a été ce que les économistes appelleraient la variable structurelle. Il n'a pas créé les raisons du départ. Il les a rendues actionnables. C'est ce qui distingue les milliers de familles qui partent aujourd'hui des candidats au départ d'avant 2020. Non pas que les raisons soient nouvelles, mais que le verrou technique a sauté. Il fallait, avant,
être retraité, ou artiste indépendant, ou héritier, ou fonctionnaire détaché. Il fallait, avant, appartenir à une catégorie sociale marginale ou privilégiée. Aujourd'hui, il suffit d'appartenir à la catégorie beaucoup plus large des travailleurs à distance, dont le métier consiste à taper sur un clavier en réunion vidéo. C'est à dire à une catégorie qui compte en France plusieurs millions de personnes. Je voudrais maintenant vous parler de 4 autres familles que nous avons rencontrées ici, chacune dans une ville différente, chacune avec sa propre configuration, parce que je veux pas que vous pensiez qu'on est un cas particulier ou un cas atypique. Nous sommes une variante, une parmi 5 ou 6 qui reviennent constamment. La première famille dont je veux vous parler s'appelle les Estienne-Vaillancourt. Sébastien a 48 ans. Il vient de Saint-Étienne. Il était chef de rayon dans une grande surface qui a fermé. Nadia, sa femme, a 45 ans. Elle était comptable en CDI dans une entreprise stéphanoise victime d'un plan social. Ils ont perdu leurs 2 emplois à 6 semaines d'intervalle, il y a environ 4 ans. Ils ont 2 fils, Théo qui a maintenant 6 ans et Mathis qui en a 12. Ils sont partis pour Roaïn il y a 3 ans. Leur moteur n'était pas le mien, leur moteur c'était la peur du déclassement. Avec leurs indemnités combinées et les allocations chômage à venir, ils avaient calculé qu'ils pouvaient se donner 2 ans en Thaïlande pour se reformer professionnellement à distance, plutôt que de rester dans une région où les emplois qui correspondaient à leur profil avaient disparu. Sébastien a monté une petite activité d'import-export de produits artisanaux thaïlandais vers la France, légale, déclarée, modeste. Nadia travaille en télécomptabilité pour une PME française qui la paye à la mission. Leur situation n'est pas idéale, l'incertitude est réelle, ils savent pas où ils seront dans 5 ans. Mais ils ont évité la spirale qu'ils voyaient venir. Ils ont évité 6 mois de recherche d'emploi sain, Étienne suivi d'un CDD à temps partiel dans un secteur qui ne les intéressait pas, suivi d'un autre CDD, suivi du sentiment que leurs enfants les regardaient s'user pour rien. Théo et Mathis sont dans une école internationale de Hua Hin, moins chère que celle de mes filles, dans laquelle il y a beaucoup d'enfants de familles russes et scandinaves. Théo veut faire des études de commerce international. Mathis veut être vétérinaire pour éléphants. C'est pas plus loufoque qu'une autre vocation d'enfant de 12 ans. Sébastien m'a dit un soir, autour d'une bière sur la plage de Hua Hin, où nous avions passé un long week-end, je sais pas si on rentrera un jour. Je sais que ce que je vois quand je regarde mes fils, je le voyais plus quand on était à Saint-Étienne. Je vois qu'ils sont concentrés, je vois qu'ils ont des projets, je vois qu'ils dorment bien. Ça me suffit. La deuxième famille, ce sont les guerriers Pimarché, que nous connaissons bien parce qu'ils vivent à Chiang Mai, à environ un quart d'heure de chez nous. Thierry a 51 ans, il vient de Clermont-Ferrand. Il était ingénieur thermique chez le grand fabricant de pneumatiques que tout le monde connaît. Il a accepté un plan de départ volontaire à 49 ans, avec une indemnité correcte et un capital retraite bien géré depuis 20 ans. Véronique, sa femme, a 49 ans. Elle était enseignante d'histoire-géographie en collège. Elle a fait un épuisement professionnel majeur à 46 ans, avec un congé de longue maladie de 2 ans avant leur départ. Leurs 2 enfants sont déjà des adolescents autonomes qui font leurs études supérieures en France, l'un à Grenoble, l'autre à Rennes. Ils viennent passer les vacances avec leurs parents 1 ou 2 fois par an. Thierry et Véronique sont partis il y a 10 à 8 mois. Leur moteur, c'était l'épuisement de Véronique et l'épuisement de Thierry à regarder sa femme se consumer sans qu'il puisse rien faire d'utile pour l'aider. Elle a commencé à se réparer environ 6 mois après leur arrivée. Elle m'a dit un jour, alors que nous prenions un café dans le petit café tenu par une jeune femme thaïlandaise qui fait des viennoiseries françaises presque correctes, Quentin, tu sais ce que j'ai recommencé à faire depuis qu'on est ici. J'ai recommencé à lire pour le plaisir. J'avais pas lu pour le plaisir depuis 12 ans. J'avais oublié que c'était possible. Thierry m'a dit ce jour-là qu'il y avait qu'une chose qui comptait pour lui, que sa femme recommence à lire pour le plaisir. Tout le reste était secondaire. Le climat, la nourriture, la culture, l'aventure, tout ça, secondaire. La seule question qui l'intéressait, c'était « Ma femme peut-elle recommencer à être elle-même ?» La réponse était oui. Il n'a plus d'autre exigence. La troisième famille, je vous la présente avec une réserve importante que je vais expliquer immédiatement après. Il s'appelle Arnaud et Lucie Rochard-Blandin. Arnaud a 39 ans, il vient de Nantes, il est développeur web indépendant depuis 12 ans. Lucie a 37 ans, elle est graphiste freelance. Ils ont 3 enfants, Lola qui a 10 ans, Tom qui en a 7 et Iris qui en a 4. Ils n'ont pas d'appartement fixe en France depuis la naissance d'Iris. La Thaïlande est leur 4e pays en 4 ans. Après le Portugal, la Géorgie et le Mexique. Ils sont à Chiang Mai depuis 8 mois. Lola et Tom suivent un programme d'instruction à domicile reconnu par l'Éducation nationale française avec des devoirs à envoyer tous les trimestres.
ils sont sympathiques, ils sont intelligents, leurs enfants sont bien élevés, leur mode de vie est cohérent avec ce qu'ils veulent. Voilà pour eux. Maintenant, voici la réserve. Les familles nomades numériques comme les Rochards-Blandins sont surreprésentées dans les médias par rapport à leur poids réel dans la population française expatriée en Thaïlande. Elles font beaucoup de contenu vidéo, elles ont des comptes de réseaux sociaux très suivis, elles écrivent des blogs, elles vendent des formations en ligne pour apprendre aux autres à faire comme elles. C'est pas une critique, c'est leur activité. Mais si vous regardez les vidéos qui parlent de familles françaises en Thaïlande, vous allez voir beaucoup de familles comme les Rochards-Blandins. Vous allez pas voir beaucoup de familles comme la mienne, ou comme les Estienne Vaillancourt, ou comme les Guerrier Pimarché. Parce que nous ne faisons pas de contenu vidéo. Nous vivons discrètement. Nous ne cherchons pas à convaincre qui que ce soit. Nous ne faisons pas la promotion d'un mode de vie. Nous avons juste fait un calcul et nous vivons avec ses conséquences. Ne prenez pas les familles nomades pour la moyenne des familles françaises en Thaïlande. Elles sont un profil parmi d'autres, un profil très visible, pas nécessairement le plus représentatif. La quatrième famille dont je veux vous parler, c'est le profil retraité. Philippe et Martine Tournezel-Aubert. Philippe a 58 ans. Il vient de Bordeaux. Il était directeur d'une agence bancaire moyenne. Il est parti en retraite anticipée à 56 ans après le rachat de sa banque par un groupe étranger qui a supprimé toute la strate de management intermédiaire. Sa femme Martine, 56 ans, ancienne secrétaire médicale. Leurs 2 enfants sont adultes et vivent en France. Ils sont installés à Phuket depuis environ 4 ans. Leur moteur était plus simple que le nôtre, la retraite anticipée et le coût de vie prohibitif à Bordeaux avec le niveau réel de leur pension combinée. Philippe touche environ 1 900 € de pension mensuelle. Martine environ 900 €. Total, 2 800 € par mois pour un couple sans enfants à charge. À Bordeaux, cette somme leur permettait de payer les charges d'un appartement qu'ils avaient fini de rembourser et de vivre modestement. À Phuket, cette même somme leur permet de louer une villa avec piscine dans un quartier calme, de manger au restaurant plusieurs fois par semaine, de recevoir leurs enfants 2 fois par an avec les billets d'avion payés et de mettre encore quelques centaines d'euros de côté chaque mois. Ils ont les difficultés du profil retraité, le renouvellement annuel du visa, l'assurance santé internationale qui coûte de plus en plus cher au fur et à mesure qu'ils vieillissent, l'isolement progressif de Martine qui parle peu anglais et n'a pas encore appris le thaï, la crainte de ce qui se passera dans 10 ou 15 ans si la santé se dégrade, ce sont des difficultés réelles. Ils y pensent, ils lisent les forums, ils échangent avec d'autres retraités français, ils préparent des plans B, mais quand je leur ai demandé si ils regrettaient d'être partis, Philippe m'a répondu avec une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit « Quentin, je marche pieds nus dans mon jardin à 7 heures du matin, en buvant un café, je regarde la mer par-dessus le mur, et je me dis que si j'étais resté à Bordeaux, à cette heure-ci, je serais en train de dégivrer ma voiture pour aller à un rendez-vous que j'avais pas envie de prendre. C'est ma vie. Elle n'est pas parfaite. Elle est meilleure que celle que j'aurais eue. Voilà les 4 familles. Voilà les 5 raisons. Il faut que je vous parle maintenant de ce qui est plus dur que je ne l'imaginais. Parce que si je vous en parle pas, vous allez sortir de cette vidéo en pensant que tout est simple. Et c'est pas vrai. Rien n'est simple. Nous avons juste fait un calcul dans lequel les avantages l'emportent sur les inconvénients pour notre situation particulière. Voici les inconvénients. Je vais les énumérer sans les hiérarchiser parce qu'ils changent d'ordre selon les mois. Le premier, c'est la distance avec les parents vieillissants. Ma mère a 69 ans et quelques soucis de santé bénins mais réels. Mon père en a 71 et il commence à avoir des problèmes d'audition. Les parents de Sandrine sont en meilleure forme et ils ont 65 et 67 ans, ce qui veut dire que dans 10 ans, ils en auront 75 et 77, et que dans 15 ans, il faudra probablement qu'on soit là pour les aider dans les gestes de la vie quotidienne. Être à 11 heures d'avion de sa mère qui vieillit, c'est une réalité que les forums d'expatriés ne racontent pas. Je l'appelle toutes les semaines, elle me dit que ça lui suffit. Je sais que c'est pas vrai, elle est venue nous voir une fois depuis notre arrivée, avec mon père, ils sont restés 3 semaines, elle a pleuré à l'aéroport en repartant. Nous savons tous les 3 que cette distance est un coût. Un vrai coût. Nous n'avons pas de bonne réponse à ce coût. Nous rentrons en France 2 fois par an, l'été 3 semaines et à Noël 10 jours à des prix de billets qui font mal. Nous compensons comme nous pouvons. Ça ne remplace rien. Le deuxième, c'est le coût de l'école internationale. J'en ai parlé plus haut, mais je le répète parce qu'il faut être clair. 5 000 € par an pour 2 enfants, c'est un poste budgétaire réel. C'est ce qui rend le calcul serré plutôt que confortable pour une famille avec 2 ou plus enfants scolarisés. Si vous partez avec un salaire de télétravail modeste et 3 enfants en âge scolaire, il faut refaire le calcul avec cette variable. Les familles françaises qui viennent ici en imaginant scolariser leurs enfants dans les écoles publiques thaïlandaises se heurtent à des difficultés
considérable. Les écoles publiques thaïlandaises sont conçues pour les enfants thaïlandais. Le niveau, les méthodes, l'immersion, tout est adapté à cette population. Y placer un enfant français de 10 ans qui n'a jamais entendu un mot de thaï, c'est le condamner à 3 années très difficiles pour un résultat scolaire incertain. Les écoles bilingues thaï-anglais coûtent moins cher que les internationales, mais plus cher que le gratuit. Il faut compter, il faut faire vos chiffres à vous. Le troisième, c'est l'identité professionnelle perdue de Sandrine. Je l'ai déjà dit, je le répète parce que c'est important. Elle a fait ce sacrifice consciemment, elle ne le regrette pas, elle en tire même certains bénéfices, mais c'est un sacrifice. Elle dit parfois, quand nous parlons tard le soir sur la véranda, qu'elle a l'impression d'être en pause. Pas en retraite, elle n'a que 45 ans. En pause. Elle ne sait pas très bien ce qu'elle fera si nous rentrons un jour en France. Elle ne sait pas très bien ce qu'elle fera si nous ne rentrons jamais. C'est une question ouverte que nous ne savons pas fermer. Le quatrième, c'est l'administration française à distance. Personne n'en parle. Personne. Je vais vous en parler parce que c'est ma vie. Déclarer ses revenus depuis l'étranger avec un statut d'indépendant en portage salarial international, c'est chaque année 3 soirées de travail administratif pour comprendre ce que veut le fisc français, ce que veut le fisc thaïlandais. Comment s'articule la convention fiscale entre les deux pays ou mettre quel chiffre dans quel formulaire. La cotisation foncière des entreprises pour un indépendant, c'est une ligne budgétaire supplémentaire de plusieurs centaines d'euros par an qu'on n'anticipe pas. La carte de la sécurité sociale à mettre à jour, la mutuelle à renégocier chaque année parce qu'elle n'était pas conçue pour couvrir des expatriés, l'assurance responsabilité civile pour l'appartement loué en France, la déclaration au consulat, l'inscription au registre des Français établis hors de France, tout ça, ce n'est pas insurmontable, mais c'est un travail invisible qui prend en moyenne 4 à 5 jours ouvrés par an. Personne ne le mentionne dans les vidéos de plage. Le cinquième, c'est ce que Zoé a perdu de son ancienne vie. Ses amitiés lyonnaises se sont effacées en environ 6 mois. Elle a essayé au début de garder le contact par message, elle envoyait des photos de sa nouvelle école, ses copines lui répondaient de moins en moins jusqu'à ne plus répondre du tout. C'est pas dramatique. C'est le lot commun de tous les déménagements longue distance à l'adolescence. Mais c'est une perte réelle. Elle a d'autres amis maintenant, elle en a même de bien meilleurs selon ses propres mots, mais les anciennes ont disparu. Cette perte, nous ne l'avions pas anticipée. Nous pensions que le téléphone et les messages compenseraient tout. C'était une naïveté d'adulte. Une amitié d'enfance à 14 ans ne survit pas à 11 heures d'avion et à 6 heures de décalage horaire. Il faut le savoir avant de partir. Il y a un 6e point que je vais mentionner rapidement parce qu'il ne concerne pas directement notre famille, mais qui est important pour les personnes qui envisagent le départ, c'est la question du couple. Partir à l'étranger avec sa famille est un stress qui peut renforcer un couple solide et détruire un couple fragile. J'ai vu ici plusieurs familles françaises se défaire dans les 10 à 8 mois suivant leur installation. Le mari qui prend goût à une vie de célibataire international qu'il ne connaissait pas. La femme qui se retrouve seule à gérer les enfants dans un pays étranger pendant que son mari voyage pour son travail. Les tensions qui existaient déjà en France et qui, sorties de leur contexte protecteur habituel, explosent. Il faut pas partir pour sauver un couple qui va mal. Il faut partir à deux que si le couple avant allait bien. Sandrine et moi allions bien. À Lyon, nous étions fatigués, mais nous allions bien. C'est la seule raison pour laquelle nous allons bien ici aussi. Alors, où en sommes-nous? Nous sommes ici depuis un peu plus de 2 ans. Nous avons résolu certaines choses. Le calcul d'abord. Nous vivons mieux avec moins. Nous mettons environ 600 € d'épargne par mois sur un compte français, ce que nous n'avons jamais réussi à faire à Lyon. La fatigue de Sandrine ensuite. Elle dort, elle mange, elle rit. Elle a perdu 4 kilos qu'elle avait pris de stress. Mon espace aussi. Je n'ai plus mon bureau dans le coin du salon. J'ai une pièce à moi, avec une porte qui ferme, un ventilateur au plafond, une fenêtre qui donne sur le manguier. Je travaille mieux, je travaille moins longtemps, je produis plus. L'anglais de Zoé, qui a progressé au-delà de mes espérances. Le rythme d'Emma, qui grandit à son rythme sans que personne ne la presse. Voilà ce que le départ a résolu. Il y a des choses qu'il n'a pas résolues et qu'il ne résoudra pas. La distance avec mes parents. L'identité professionnelle en pause de Sandrine. L'incertitude sur ce que nous ferons dans 10 ans, si notre entreprise disparaît, si mon employeur change de politique, si les règles de visa se durcissent, si l'un de nos parents tombe gravement malade, si une des filles décide qu'elle veut faire ses études en France et qu'il faut la loger là-bas. Nous n'avons pas de réponse à toutes ces questions. Nous vivons avec les questions. Nous n'avons pas trouvé un paradis. Nous avons trouvé une configuration dans laquelle notre vie familiale, à ce moment de notre existence, avec nos filles à cet âge, fonctionne mieux qu'elle ne fonctionnait à Lyon. C'est pas une garantie pour toujours,
c'est une réponse pour maintenant. À ceux qui me demandent, et de plus en plus de gens me le demandent, ce que je conseillerais à une famille qui envisage de faire la même chose, je réponds toujours la même chose. Je dis pas venez, je dis pas n'y allez pas. Je dis faites le calcul. Votre calcul. Avec vos chiffres à vous. Prenez un dimanche soir, prenez un tableur, prenez la calculatrice de votre téléphone. Additionnez ce que vous gagnez. Soustrayez ce que vous dépensez de manière obligatoire, sans excès et sans radinerie, juste ce qui est. Regardez ce qui reste à la fin, puis prenez une autre feuille. Faites la même chose avec les chiffres du lieu où vous rêvez d'aller en étant honnête, en incluant l'école, l'assurance santé, les billets d'avion pour rentrer voir la famille, les frais administratifs, tout. Regardez ce qui reste à la fin de cette feuille-là, comparez. Si le calcul dit non, arrêtez tout de suite. Ne vous racontez pas d'histoire. Restez où vous êtes et améliorez ce que vous pouvez améliorer. Si le calcul dit oui, la question suivante n'est pas est-ce qu'on peut. La question suivante est est-ce qu'on veut vivre avec ce que le calcul ne peut pas mesurer? Est-ce qu'on veut vivre à 11 heures d'avion de ses parents? Est-ce qu'on veut voir ses enfants perdre leurs amitiés d'enfance? Est-ce qu'on veut mettre son identité professionnelle en pause pour 5 ou 10 ans? Est-ce qu'on est prêt à assumer que sa mère pleure à l'aéroport chaque fois qu'on se sépare? Ces questions-là, aucune calculatrice ne les résout. Il faut se les poser à deux, honnêtement, à voix haute, dans une conversation qui peut durer plusieurs mois. Si les deux réponses sont oui, alors peut être. Si l'un des deux dit non, il faut respecter ce non. Il n'y a pas de bonne migration forcée. Je voudrais terminer par une chose que Sandrine m'a dite il y a environ 3 mois, un soir où nous avions parlé avec ma mère au téléphone et où j'étais rentré dans la cuisine un peu triste, un peu coupable. Elle était en train de rincer les assiettes. Elle m'a regardé et elle m'a dit une phrase que j'ai notée sur mon téléphone dès qu'elle est sortie de la pièce, parce que je savais qu'elle serait la fin de cette vidéo si un jour je la faisais. Elle m'a dit « Quentin, on n'a pas quitté la France. On a quitté une version de la France qui n'avait plus de place pour nous. C'est plus petit que ça en a l'air. Et plus difficile à dire. » Cette phrase, je la laisse sans commentaire. Je pense qu'elle dit tout ce qu'il y a à dire sur les milliers de familles françaises qui prennent, chacune de son côté, en silence, sans manifeste, sans slogan, la même route que la nôtre. Nous ne partons pas contre la France. Nous partons parce que la France que nous connaissions, celle de nos parents, celle qui promettait à nos enfants une vie au moins équivalente à la nôtre, n'existait plus dans les villes où nous vivions, dans les écoles où allaient nos enfants, dans les emplois qui payaient nos loyers, dans les mois qui finissaient jamais sans laisser un peu d'argent au bout. Nous emportons la France avec nous, la vraie. Celle des livres qu'on lit, des chansons qu'on écoute, du pain qu'on essaie de refaire tant bien que mal dans un four thaïlandais, des vacances qu'on programme sur Skype, avec des cousins qu'on ne verra qu'en juillet. Nous n'avons pas abandonné qui que ce soit. Nous nous sommes déplacés parce que rester nous coûtait plus cher que partir. En argent d'abord, en fatigue ensuite, en avenir pour nos filles, enfin. Et si, en écoutant tout cela, vous vous êtes reconnu dans une de ces raisons, dans un de ces calculs, dans un de ces doutes qui reviennent le dimanche soir quand les enfants sont couchés, et qu'on regarde l'écran d'un ordinateur portable posé sur la table de la cuisine, alors sachez ceci, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas déloyal. Vous êtes simplement, comme des milliers d'autres, en train de faire un calcul que la vie que vous menez rend inévitable. Ce calcul ne vous dira pas quoi faire. Il vous dira seulement ce que vous êtes déjà en train de savoir. À vous, ensuite, de décider ce que vous faites de ce savoir. Nous avons fait ce que nous avons fait. Ni fiers, ni honteux. Simplement lucides. C'est tout ce que je peux vous offrir en partageant notre histoire. Et si elle vous a été utile, si elle vous a fait réfléchir, si elle vous a fait poser une question que vous ne vous étiez pas encore autorisé à poser, alors partagez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne, laissez un commentaire, dites-nous depuis quel endroit vous nous écoutez, dites-nous ce que votre calcul à vous a dit, nous vous lirons. Prenez soin de vous et des vôtres, où que vous soyez sur cette planète qui malgré tout reste plus petite qu'on ne le croit quand on prend le temps de la traverser pour aller voir ce que la vie ressemble ailleurs. À très vite.